Sous le Sahel brûlant, un paradoxe brutal surgit. Libérer 15 à 600 prisonniers pour les transformer en défenseurs d'un État vacillant. Cette inversion des rôles, portée par Ibrahim Traoré, confronte deux chiffres qui semblent se contredire et pourtant dévoilent une stratégie née dans l'urgence et la rupture. Que signifie pour une société meurtrie le fait de confier son salut à ce qu'elle avait autrefois exclu? Et jusqu'où cette métamorphose peut-elle aller dans un pays où chaque décision pèse lourd? Au moment où le pays cherchait encore un repère solide, l'expérience inédite de transformation des détenus en soldats promettait plus qu'un simple rééquilibrage sécuritaire. Cette promesse tenait en 10 mots. Une chance réelle de briser le cycle de l'effondrement national, une idée qui semblait impensable quelques mois plus tôt. Fait notable, cette stratégie, fondée sur la rédemption plutôt que sur la punition, redéfinissait le rapport entre justice, survie et responsabilité collective, ouvrant la perspective d'un futur moins dominé par la peur et l'incertitude. Mais si cette réinvention du rôle des exclus pouvait sauver un territoire fragmenté, elle soulevait aussi une question silencieuse qui hantait chaque village. Jusqu'où un pays peut-il miser sur ceux qu'il a jadis condamnés pour se reconstruire? Et si la réponse se jouait justement dans cette frontière fragile entre risque assumé et renouveau possible? En quelques mois seulement, un basculement inattendu a redéfini l'équilibre d'un pays que l'on croyait condamné. Les premières unités, issues des 15 600 détenus libérés, ont réussi à sécuriser des zones que l'armée traditionnelle avait perdues depuis des années. Ce basculement, porté par la décision d'Ibrahim Traoré, répond précisément à la question suspendue depuis l'ouverture. Que peut-il se passer lorsqu'une société choisit de confier son destin à ceux qu'elle avait autrefois relégués aux marges? Parallèlement, la révélation majeure se niche dans une dynamique moins visible. La transformation ne s'est pas opérée seulement sur le terrain militaire, mais dans l'imaginaire collectif. Le Burkina Faso, pris depuis 2022 dans une spirale d'instabilité et d'attaques insurgées, avait atteint un point critique, où chaque institution semblait se fissurer. C'est dans cette atmosphère d'usure, où la peur se mêlait à une fatigue sociale profonde, que la décision apparemment insensée de transformer des détenus en soldats a émergé comme une rupture nécessaire. D'abord, elle s'inscrivait dans un contexte où les forces traditionnelles perdaient du terrain, incapables de contenir l'expansion rebelle. Ensuite, elle matérialisait une intuition simple mais radicale. Ceux qui avaient connu l'injustice et l'oppression pouvaient devenir les défenseurs les plus déterminés d'un territoire menacé. Au même moment, le centre d'entraînement de Poé a servi de catalyseur à cette métamorphose. Les hommes, autrefois perçus comme marginaux, y ont acquis une discipline et une cohésion qui ont surpris même les observateurs les plus sceptiques. Les premiers témoignages venus des villages montrent que la population, d'abord méfiante, a commencé à voir dans cette force nouvelle non pas une menace, mais un symbole d'espoir. Au point crucial, l'initiative a également redéfini la notion même de justice. Non plus une punition immobile, mais une rédemption active, capable de réinscrire chaque individu dans le destin collectif. En refermant la dette de curiosité ouverte au début, cette séquence dévoile ce que beaucoup avaient manqué. La décision radicale d'armer les oubliés n'a pas seulement inversé un rapport de force, elle a révélé une société prête à se recomposer. Avant même que les premières opérations d'envergure ne débutent, deux trajectoires si individuelles ont illustré la portée concrète de la rédemption armée. Fait notable, au centre d'entraînement de Poé, un ancien détenu condamné pour vol à main armée a rapidement émergé comme instructeur adjoint, maîtrisant des protocoles que certains soldats professionnels peinaient encore à appliquer. Par ailleurs, dans une région rurale du Nord, un second groupe, issu du même programme, a réussi à escorter un convoi humanitaire jusqu'à un village isolé, là où plusieurs tentatives précédentes avaient échoué. Ces micro-cas, modestes en apparence, ont servi de repère pour une population longtemps habituée à l'impuissance.
À l'inverse, l'effet s'est aussi fait sentir sur le plan psychologique. Les habitants, d'abord hésitants, ont commencé à percevoir la présence de ces nouvelles unités comme une forme de protection intime, presque organique, car ceux qui patrouillaient dans les rues partageaient désormais les mêmes histoires de marginalisation et de survie. Une autre facette montre que la confiance s'est propagée sous forme de cercles discrets. D'abord dans les marchés, puis dans les comités locaux, où l'on évoquait non seulement la discipline retrouvée, mais surtout le sentiment d'être enfin entendu. À partir de là, l'enjeu n'était plus simplement de reconquérir du territoire, mais de reconstruire un lien social abîmé. Et c'est précisément cette dimension qui a donné à la stratégie sa première profondeur. Une armée réinventée, capable d'influencer le quotidien avant même de livrer bataille. Une transformation militaire ne vaut que si elle répare le tissu humain. Avant la rupture, les lignes de front se fracturaient un peu plus chaque semaine. Les routes se vidaient, les postes avancés tombaient. La peur circulait plus vite que les renforts. Après la rupture, un mouvement contraire a pris forme. Les axes se sont rouverts, les patrouilles ont repris, et les rapports quotidiens ont affiché les premiers signes d'un reflux insurgé. Ce passage du chaos vers la cohésion a marqué l'entrée dans une séquence entièrement nouvelle. L'annonce d'Ibrahim Traoré a agi comme un choc structurel. Aucun précédent, aucun modèle, juste une décision qui renversait l'ordre établi. Les premiers groupes d'anciens détenus ont quitté Poé avec des ordres simples: sécuriser, contenir, tenir. Les équipes d'observation ont noté le contraste immédiat. Avant, les villages attendaient des secours. Après, ils voyaient arriver des unités composées d'hommes qui connaissaient chaque sentier, chaque carrefour, chaque zone où les rebelles se repliaient. Ce n'était pas une démonstration de force classique. C'était une infiltration inverse. Reprendre le terrain par proximité plutôt que par puissance. D'abord, les détachements ont neutralisé les points d'embuscade. Ensuite, ils ont stabilisé les corridors logistiques. Au même moment, les répliques insurgées ont perdu en intensité, comme si le rythme de l'offensive traditionnelle s'était soudain inversé. Le point de bascule s'est produit lorsque 3 localités du nord, théoriquement perdues, ont été récupérées en moins de 10 jours. Les habitants ont parlé d'un basculement net. Des patrouilles courtes, rapides, imprévisibles, capables de déjouer les mouvements hostiles. Les rebelles, habitués à des adversaires prévisibles, ont dû affronter des unités formées d'hommes qui raisonnaient beaucoup comme eux, mais combattaient pour une cause opposée. Ce renversement mental a constitué la clé du momentum. Les forces issues des prisons ont avancé avec une logique qui surprenait même leurs alliés. Progression fragmentée, immobilisation soudaine, redéploiement fulgurant. Une mécanique stricte mais souple. Une structure nouvelle pour un champ de bataille saturé d'anciennes habitudes. Fait notable, la discipline s'est installée rapidement, presque brutalement, comme si l'expérience passée avait créé une conscience immédiate de ce qui devait être réparé. Là se trouve le cœur du climax, un système insurgé déstabilisé par des hommes qu'ils croyaient irrécupérables. Une fois l'élan enclenché, les répercussions se sont étendues, comme une onde courte mais répétée. Dans plusieurs préfectures, des unités mixtes, soldats réguliers et anciens détenus, ont commencé à tenir des positions que l'État avait abandonnées depuis longtemps. Dans les marchés, la rumeur courait que la rédemption armée avait rendu possible ce que les années précédentes n'avaient pas su accomplir. Par ailleurs, certaines zones grises ont résisté, rappelant que la stabilisation n'était pas acquise. À partir de là, chaque avancée exigeait un maintien constant, sécuriser le jour, rassurer la nuit, consolider entre les deux. Ce cycle précis a façonné la nouvelle stabilité, fragile mais réelle. La dynamique née du choc initial s'est transformée en routine opérationnelle. Non pas une accalmie définitive, mais une cadence nouvelle, capable de tenir sans s'effondrer. Au départ, les indicateurs de sécurité suivaient tous la même pente descendante. Routes impraticables, convois interrompus, villages isolés.
Puis un glissement net s'est produit, mesurable, documenté, et suffisamment cohérent pour révéler un changement structurel plutôt qu'un simple sursaut momentané. Ce passage de la situation de référence à une variation significative constitue aujourd'hui le socle empirique permettant d'évaluer l'impact réel de la stratégie. Et si plusieurs observateurs ont tenté d'y voir une série de coïncidences, la corrélation entre les interventions du nouveau corps militaire et la diminution des attaques reste difficile à ignorer. Le premier chiffre marquant provient des rapports consolidés sur les violences contre les civils. Les attaques ont chuté de 42% dans les zones où les nouvelles unités ont été déployées. Cette baisse traduit un effet direct de présence territoriale dense et imprévisible. D'abord, cette tendance a renforcé la confiance des habitants, qui ont recommencé à circuler, à rouvrir des marchés, à rétablir des flux locaux essentiels. Ensuite, elle a également modifié la dynamique insurgée. Moins de cibles faciles, moins de zones laissées sans surveillance, moins d'espace pour imposer la peur comme outil de contrôle. Le second indicateur, lié aux embuscades contre les convois militaires, montre une réduction de 38% sur la même période. Cette donnée reflète une mutation opérationnelle nette. Les nouveaux détachements opèrent avec des schémas de déplacement irréguliers, difficilement anticipables. En parallèle, les unités issues des prisons semblent avoir développé une lecture fine des itinéraires, une capacité à identifier des zones de rupture et une rapidité à réagir aux signes faibles. Contrairement aux troupes classiques, souvent prévisibles dans leur progression, ces groupes ont introduit une forme d'asymétrie inverse qui surprend les insurgés et perturbe leurs placements habituels. Un troisième chiffre complète ce triptyque. 85% des anciens détenus ont terminé leur formation avec succès. Ce taux, rarement atteint dans un contexte d'intégration accélérée, signale une appropriation rapide des protocoles et une discipline soutenue. Autre élément déterminant, une partie significative de ces hommes a choisi de rester dans l'armée à l'issue de leur service initial. Ce choix, loin d'être anodin, montre que le passage par la rédemption armée n'a pas produit une force ponctuelle, mais un noyau durable, animé par une volonté de continuer à défendre les zones stabilisées. Les implications dépassent le cadre militaire. Les trois chiffres mis côte à côte révèlent une cohérence interne, comme un mécanisme qui s'ajuste progressivement. Moins d'attaques sur les civils, moins d'embuscades, plus de stabilité dans la formation et la rétention des effectifs. Le tout compose une trajectoire de consolidation qui aurait été difficile à imaginer un an plus tôt. C'est dans cette logique que plusieurs analystes situent aujourd'hui le rôle d'Ibrahim Traoré, non pas comme simple initiateur, mais comme garant d'un modèle opérationnel hybride, fondé sur la transformation d'une vulnérabilité collective en ressources stratégiques. En somme, la variation observée n'est pas seulement un ensemble de signaux positifs. Elle incarne une structure émergente, capable d'étendre progressivement son influence, de tenir les lignes et de reconstruire une architecture sécuritaire que le pays croyait perdue. Les partisans de l'initiative avancent une thèse claire. L'intégration des anciens détenus a permis de remodeler la grammaire opérationnelle d'un conflit enlisé. Pour eux, la rédemption armée constitue l'un des rares leviers capables de mobiliser rapidement une force motivée, enracinée dans les réalités locales et capable de comprendre les modes d'action insurgés. Ils soulignent que les premiers succès territoriaux ne sont pas le fruit du hasard, mais le résultat de cette connaissance intime du terrain, combinée à une discipline acquise dans un cadre de formation resserré. Par ailleurs, ils rappellent que les chiffres sont difficilement contestables. La réduction des attaques, la chute des embuscades et la stabilisation de plusieurs corridors démontrent une efficacité que les forces traditionnelles n'avaient pas atteinte depuis des années. Inversement, les détracteurs s'appuient sur une lecture institutionnelle plus prudente. Selon eux, militariser un groupe vulnérable, déjà exposé à des trajectoires de violence ou de marginalisation, pourrait générer une dépendance dangereuse. Ils redoutent que la création d'une force parallèle
même temporaires, n'aboutissent à une fragmentation de l'autorité militaire et ne renforcent des dynamiques imprévues de pouvoir local. Certains observateurs vont plus loin. Ils craignent que la logique de rédemption ne masque une fragilité structurelle, en offrant une solution rapide là où des réformes profondes seraient indispensables. Et ils posent une question que beaucoup préfèrent éviter. Que se passera-t-il si ces unités, forgées dans l'urgence, deviennent demain un acteur autonome sur la scène politique ou sécuritaire? Cependant, l'analyse conjointe des données recueillies sur le terrain permet d'apporter un contre-argument solide. Les 3 indicateurs quantitatifs, baisse des attaques, recul des embuscades, réussite de la formation, ne décrivent pas seulement une amélioration tactique, mais une cohérence d'ensemble, comme si la stratégie engendrait un effet stabilisateur plus large que prévu. En même temps, les témoignages issus des villages indiquent un niveau d'adhésion rarement observé dans d'autres réformes militaires de la région. Peut-on ignorer qu'une force perçue comme légitime, car issue du même tissu social que ceux qu'elle protège, possède un potentiel de résilience supérieur? Le constat final repose alors sur une position intermédiaire. Si risques et tensions existent, les résultats tangibles traduisent une dynamique réelle, mesurable et structurante. Et c'est précisément cette dynamique qui oblige à reconsidérer les réserves initiales, non pas pour les effacer, mais pour les replacer à l'intérieur d'un cadre empirique qui, pour l'instant, penche en faveur de l'efficacité. Une fissure change tout. À ce stade, alors que la progression semblait encore dépendre d'un équilibre fragile, un élément inattendu a modifié la donne. La perception internationale a commencé à se déplacer, presque imperceptiblement, comme une plaque souterraine qui réoriente la géographie du conflit. À l'inverse, sur le terrain, la cohésion entre soldats réguliers et unités formées à Poé s'est resserrée, créant une ligne compacte qui n'existait pas quelques mois plus tôt. C'est ici que l'initiative d'Ibrahim Traoré a révélé une dimension supplémentaire. La stratégie ne produisait plus seulement des résultats mesurables, elle redéfinissait la manière dont la souveraineté locale se construisait face aux pressions extérieures. En parallèle, une métaphore discrète s'imposait dans les villages. La nouvelle armée avançait comme une lumière ténue, filtrant à travers les interstices d'un mur fissuré, assez forte pour guider sans aveugler. D'abord, cette présence restaurait un sentiment de continuité sociale. Ensuite, elle signalait une rupture symbolique avec l'idée qu'un État affaibli devait dépendre indéfiniment d'acteurs extérieurs pour tenir ses frontières. À partir de là, une nouvelle dette de curiosité s'ouvre. Si le milieu du processus produit déjà un tel déplacement stratégique, jusqu'où ce mouvement peut-il redessiner les rapports de force dans les mois à venir? Le déplacement stratégique évoqué autour de ce point charnière a rapidement révélé ses effets concrets, confirmant que la transformation initiée par Ibrahim Traoré n'était plus seulement une expérimentation militaire, mais un vecteur structurant pour l'ensemble du pays. Le mouvement enclenché ne se limite pas à la stabilisation. Il recompose les relations entre institutions, économie, population et environnement régional. Plusieurs administrations ont recommencé à fonctionner dans des zones autrefois inaccessibles. Les autorités locales, après des années d'isolement, ont pu rétablir des services essentiels, réinscrire des registres, rouvrir des bureaux, reprendre des consultations. Par ailleurs, l'État a profité de cette reconquête pour tester de nouveaux mécanismes de coordination civilo-militaire, adaptant ses procédures à des réalités mouvantes. Cette synchronisation émergente a consolidé la présence institutionnelle, donnant l'impression d'un appareil public qui se réveille couche après couche. Dans le même temps, les marchés régionaux ont connu une respiration nouvelle, circulation accrue, échanges plus réguliers, diminution notable des pertes logistiques. À l'inverse, les entrepreneurs locaux, longtemps freinés par l'insécurité, ont commencé à reprendre des activités, notamment dans la distribution et l'approvisionnement rural. En changeant de perspective, certains opérateurs étrangers observent la situation avec prudence, mais reconnaissent une stabilisation progressive d'axes économiques stratégiques. Cette dynamique, même fragile, sert désormais de socle à une reprise lente mais perceptible.
La population perçoit de plus en plus ces unités mixtes comme un prolongement de ses propres communautés. Les habitants rapportent sentent moins de restrictions nocturnes, davantage de liberté de mouvement et une réduction des exodes forcés. En parallèle, la réintégration progressive des anciens détenus dans l'imaginaire collectif contribue à effacer la frontière rigide entre protecteurs et protégés, donnant à la stratégie un ancrage social inédit. La sécurité retrouvée, la mobilité restaurée, la confiance reconstituée composent une même ligne de fond. Les voisins directs observent la réorganisation sécuritaire avec un mélange d'intérêt et de prudence. Le Mali et le Niger voient émerger un modèle potentiel capable de redéfinir l'autonomie opérationnelle dans des contextes similaires. À l'inverse, certaines puissances extérieures surveillent l'ascension de ce format indépendant, redoutant un affaiblissement de leur influence classique dans la région. À partir de là, une nouvelle configuration géopolitique se dessine. Un Burkina Faso plus autonome, affirmant ses choix, même lorsqu'il bouscule les schémas établis. En somme, les conséquences du projet débordent largement la dimension militaire. Elles dessinent une trajectoire où institutions, économie, population et voisinage s'alignent progressivement autour d'une même réalité. La stratégie, née dans l'urgence, est devenue une matrice de recomposition nationale. Les prochains mois ouvriront une zone charnière, où les gains actuels devront résister à l'épreuve du temps. La trajectoire qui se dessine n'est pas linéaire. Elle oscille entre consolidation, expansion mesurée et risque de fracture interne. Fait notable, la plupart des observateurs s'accordent à dire que le système en place fonctionne comme un équilibre mobile, comparable à une pièce maintenue droite, non par sa stabilité, mais par la combinaison précise des forces qui la soutiennent. C'est dans cette tension que se jouent les trois scénarios possibles. Dans le scénario de base, celui de la stabilisation fragile, les avancées sécuritaires se maintiennent, mais à un rythme modéré. Les unités mixtes poursuivent la consolidation de zones clés, tandis que plusieurs corridors restent vulnérables. Par ailleurs, les tensions institutionnelles, perceptibles mais contenues, se réactivent ponctuellement, sans toutefois renverser la dynamique générale. Ce scénario suppose une continuité, pas de rupture majeure, mais un paysage où chaque progrès exige une vigilance constante. Dans un scénario optimiste, une voie plus favorable imagine que la cohésion interne progresse plus vite que prévu. Les zones stabilisées s'élargissent. Les acteurs économiques regagnent une capacité d'initiative soutenue. En même temps, les voisins régionaux ajustent leur position, reconnaissant qu'un modèle fondé sur la réintégration sécuritaire peut produire un effet d'entraînement. Contrairement aux prévisions prudentes, ce scénario verrait un pays capable d'imposer son propre tempo, transformant la consolidation en expansion assumée. C'est l'option d'un renforcement progressif des institutions, accompagné d'un regain de confiance nationale. Dans un scénario pessimiste, enfin, un risque plus sombre apparaît. La montée de rivalités internes ou de pression extérieure pourrait perturber les équilibres actuels. Certaines zones encore instables pourraient redevenir vulnérables. Les acteurs économiques les plus fragiles reculeraient, entraînant un effet en chaîne sur les régions périphériques. À partir de là, un glissement vers une fragmentation institutionnelle deviendrait possible, surtout si les mécanismes de coordination ne suivent pas le rythme des réalités du terrain. Au cœur de ces trois voies, une question nouvelle se pose. Si les prochains mois deviennent le véritable test de cohérence du modèle, quel type de gouvernance sera nécessaire pour transformer une stabilisation partielle en trajectoire durable? Une recommandation émerge alors: lire chaque évolution non comme un succès ou un échec isolé, mais comme un indicateur du système dans son ensemble, afin d'anticiper plutôt que de subir. Pour beaucoup, la transformation en cours dépasse largement le domaine militaire. Elle touche la manière dont chaque citoyen interprète désormais sa place
dans un paysage national qui se recompose. Fait notable, 3 groupes ressentent cette mutation d'une manière différente, révélant une mosaïque d'expériences qui aide à comprendre la profondeur du moment. Ceux qui vivent dans les zones stabilisées perçoivent avant tout un changement de rythme, déplacement plus fluide, marché moins silencieux, nuit un peu moins redoutée. Par ailleurs, ils observent que la présence accrue des unités mixtes modifie les conversations du quotidien, où l'on parle moins de survie immédiate et davantage de reconstruction locale. À partir de là, une forme de respiration collective s'installe, hésitante mais réelle. Ceux qui travaillent au sein des réseaux économiques voient dans la stabilisation un terrain de reprise progressive. Ils ajustent leurs circuits, rouvrent des itinéraires, testent des partenariats que l'insécurité avait gelés. En changeant de perspective, les plus prudents considèrent cette amélioration comme une fenêtre d'opportunité plutôt que comme un acquis définitif, mais reconnaissent qu'elle permet enfin de planifier à court terme sans craindre l'imprévu constant. Ceux qui observent à distance mais ressentent l'impact symbolique identifient dans la rédemption armée une inflexion du récit national, une société qui se relève, une société qui s'ajuste, une société qui décide d'avancer. Cette répétition reflète l'idée que le changement ne se limite pas au terrain, mais qu'il résonne dans la perception même de ce que signifie appartenir à un pays en reconstruction. À l'inverse, certains craignent que cette dynamique n'accélère trop vite, créant des attentes difficiles à soutenir. Dans l'ensemble, ces ressentis montrent une même vérité. La transformation agit comme un miroir, révélant autant les espoirs que les fragilités de ceux qui la vivent ou l'observent. Pour transformer une stabilisation encore fragile en trajectoire durable, plusieurs étapes doivent être articulées avec précision. D'abord, la reconstruction institutionnelle doit progresser au même rythme que la sécurisation du terrain. Cela implique une coordination serrée entre administrations locales, unités mixtes et réseaux communautaires, afin que chaque zone reprise soit immédiatement ancrée dans un cadre civil clair. En parallèle, un mécanisme d'audit régulier serait nécessaire pour suivre l'évolution des besoins et ajuster les ressources sans retard. Ensuite, une réforme judiciaire adaptée aux réalités du pays doit prendre forme. Les territoires reconquis ne peuvent fonctionner sans un système capable de traiter rapidement les litiges, d'assurer la transparence et de renforcer la confiance. C'est ici que le rôle d'Ibrahim Traoré réapparaît, non pas comme figure solitaire, mais comme garant d'un processus qui évite les dérives tout en consolidant les acquis. Par ailleurs, la prévention des abus exige des contrôles internes précis, particulièrement dans les zones où l'armée et les anciens détenus opèrent ensemble. Au même moment, la dimension économique doit devenir un pilier majeur du redressement. Les corridors stabilisés offrent une occasion rare, relancer l'agriculture locale, revitaliser les micro-entreprises et reconnecter les marchés régionaux. À partir de là, un plan d'investissement ciblé, infrastructures légères, soutien au transport, microcrédit, permettrait de renforcer l'autonomie économique et de réduire la dépendance à l'aide extérieure. Enfin, la cohésion sociale doit être consolidée par des programmes de réintégration, d'écoute communautaire et de dialogue élargi. Une population qui participe, même modestement, à la reconstruction crée un effet cumulatif. Plus de stabilité, plus de légitimité, plus de continuité. La question qui s'ouvre maintenant est simple. Quelles priorités doivent être fixées pour que cette feuille de route reste solide malgré les incertitudes des prochains mois ? Ce moment charnière ramène inévitablement vers ceux qui, au début, semblaient porter le poids d'un passé trop lourd pour participer à la reconstruction. Dans plusieurs villages, on raconte encore comment les premiers anciens détenus devenus soldats avaient guidé des convois fragiles, presque comme s'ils traçaient un pont entre deux mondes. En même temps, ce motif discret, aperçu dans les micro-cas évoqués plus tôt, revient aujourd'hui comme une ligne de force.
La transformation ne s'est pas jouée seulement dans les opérations, mais dans la manière dont ces hommes ont rétabli un lien que l'on croyait irrémédiablement rompu. Ensuite, la présence de ces unités a donné une consistance nouvelle au projet porté par Ibrahim Traoré, non pas comme un acte isolé, mais comme un mouvement collectif qui redéfinit à la fois la dignité et la responsabilité. En parallèle, la population commence à percevoir cette évolution comme un passage symbolique, une sorte de seuil où l'espoir ne s'exprime plus seulement en chiffres ou en territoire repris, mais en regards échangés, en gestes minuscules, en signes que la société retrouve une direction. À partir de là, une vérité simple persiste. La reconstruction commence toujours par ceux que l'on croyait perdus. La souveraineté renaît quand les oubliés reprennent leur place. À ce stade, la trajectoire du pays n'appartient plus uniquement aux institutions ni aux unités engagées sur le terrain. Elle dépend aussi de la manière dont chacun choisira d'accompagner, de comprendre et de partager ce moment de transformation. Fait notable, de nombreux habitants commencent déjà à raconter ce qu'ils voient, non comme un récit figé, mais comme une expérience collective qui mérite d'être transmise. Par ailleurs, ceux qui suivent les évolutions à distance perçoivent dans cette dynamique l'occasion de réévaluer leurs propres attentes, leurs doutes, leurs espoirs.